De la poussière à l'empire. Le jour où j'ai signé le contrat qui me rendait millionnaire, ma main tremblait si fort que le stylo a glissé sur le papier, laissant une traînée d'encre bleue comme une cicatrice. L'avocat en face de moi a eu un sourire pincé, professionnel, le genre de sourire qu'on adresse aux gens qui ne savent pas encore ce qu'ils valent. Mais moi, je savais. Je savais exactement ce que j'avais traversé pour en arriver là. 7 ans de misère, de nuits sans sommeil sur un matelas posé à même le sol d'un appartement qui sentait le moisi et le désespoir. 7 ans à manger des pâtes sans sauce parce que la sauce, c'était un luxe. Et voilà que je signais un chèque à 7 chiffres, que je rachetais la société de construction qui m'avait licencié sans préavis, sans indemnité, sans même un regard. Monsieur Blanchard, mon ancien patron, était assis de l'autre côté de la table. Il ne m'avait pas reconnu. Pas encore. Mais il allait le faire. Dans exactement 3 minutes, quand j'allais poser la photo sur la table, il allait le faire. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter à l'époque où je m'appelais encore le Petit Moreau. L'époque où tout le monde me regardait comme on regarde une erreur de la nature. Je suis né à Villefranche-sur-Saône, dans une cité qui avait connu des jours meilleurs avant même ma naissance. Mon père, Georges Moreau, était ouvrier dans une imprimerie jusqu'à ce que l'imprimerie ferme ses portes quand j'avais 6 ans. Après ça, il a enchaîné les petits boulots, livreur, agent de sécurité de nuit, manutentionnaire dans un entrepôt frigorifique avec la régularité triste d'un homme qui sait qu'il ne grimpera jamais plus haut que le rang qu'on lui a assigné à la naissance. Ma mère, Sylviane, cousait des vêtements à la maison pour des ateliers qu'il a payés à la pièce, des centimes pour des heures de travail, les doigts abîmés, les yeux rouges sous la lumière jaune de la lampe de bureau qu'on avait récupérée dans une poubelle du quartier résidentiel. Je les regardais travailler le soir, assis dans l'angle du couloir parce que je n'avais pas de chambre à moi, je dormais dans le salon sur le canapé dont un ressort me rentrait dans les côtes et je me jurais que cette vie-là ne serait pas la mienne. Pas par honte. Mes parents étaient des gens bien, des gens dignes, qui ne se plaignaient jamais. Mais quelque chose en moi résistait à l'idée que la trajectoire était écrite d'avance, que la pauvreté était héréditaire comme la couleur des yeux. À l'école, j'étais bon élève. Pas brillant, pas le genre de gamin prodige dont les professeurs racontent l'histoire des années après. Bon élève au sens simple du terme, je travaillais. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. La bibliothèque municipale était à 20 minutes à pied de chez nous et j'y allais 2-3 fois par semaine, remplissant mon sac de livres que je rapportais et dévorais la nuit, sous les draps, avec une lampe de poche que j'avais trouvée dans le tiroir de la cuisine. Économie, histoire, mécanique, architecture, biographie de gens qui étaient partis de rien, Rockefeller, Carnegie, des self-made men américains dont les noms sonnaient comme des promesses dans l'obscurité de mon salon-chambre. Je ne me projetais pas encore précisément dans l'avenir. Je collectionnais les possibles. La bibliothécaire s'appelait Madame Jourdan. Une femme de la soixantaine, petite, les cheveux toujours attachés en chignon serré, qui portait des lunettes à monture bordeaux et qui avait l'habitude de regarder les enfants arriver avec une attention tranquille, comme si elle évaluait silencieusement ce qu'ils pourraient devenir. Elle m'avait remarqué dès la première fois, je crois, j'avais 10 ans et je demandais s'ils avaient des livres sur la construction de ponts, ce qui n'était pas la demande habituelle d'un enfant de cet âge dans ce quartier. Elle m'avait conduit dans les rayons avec une expression que je n'avais pas su déchiffrer sur le moment. Entre intérêt et quelque chose d'autre, peut-être une forme de tendresse réservée. Elle m'avait sorti 4 livres, 2 sur le génie civil, 1 sur l'histoire de l'ingénierie, 1 sur la biographie de Gustave Eiffel. Tu sais ce qu'il avait comme origine, Eiffel ? M'avait-elle demandé en posant les livres sur le comptoir. Non, avais-je répondu. Lis. Et reviens me dire ce que tu as appris. J'étais revenu 8 jours plus tard avec le livre sous le bras et une liste de questions dans la tête. Madame Jourdan avait pris 30 minutes sur son heure de déjeuner pour parler avec moi de ce que j'avais lu. Ce n'était pas une obligation pour elle. C'était un choix. Ces 30 minutes ont compté. Elles ont compté plus que beaucoup de cours que j'ai suivis ensuite dans des établissements reconnus. Parce qu'elle me parlait d'égal à égal, sans cette condescendance bienveillante que les adultes réservent parfois aux enfants qui viennent d'où je venais, comme si les origines modestes appelaient une pédagogie au ralenti. Elle me parlait comme à quelqu'un qui allait comprendre. Et je comprenais. Le lycée a confirmé que j'avais des capacités. Mon professeur de mathématiques, M. Ferretti, un homme petit aux lunettes rondes qui sentait toujours le café froid, m'a dit un jour en rendant une copie, « Moreau, vous avez la tête d'un ingénieur. Ne gâchez pas ça. » Je n'ai jamais oublié cette phrase. Pas parce qu'elle était particulièrement profonde, mais parce que c'était la première fois qu'un adulte qui n'était pas mon père me disait que j'avais quelque chose à offrir. Que j'étais plus que la somme de mes origines. Après le bac obtenu avec mention, grâce à des nuits de révision que ma mère rythmait en apportant du café toutes les 2 heures, je me suis inscrit à l'IUT de Villefranche en génie civil. Pas les grandes écoles, pas Polytechnique, pas l'école centrale. L'IUT, parce que c'était ce qu'on pouvait se permettre, parce que la bourse couvrait les frais de scolarité mais pas le logement et que je continuais à habiter chez mes parents,
faisant le trajet en bus chaque matin avec mon sac à dos et mon sandwich au jambon fromage que ma mère préparait la veille. Ces 2 années à l'IUT ont été les meilleures de ma jeunesse. J'ai appris les fondamentaux, j'ai compris comment les structures tenaient debout, comment les matériaux répondaient aux contraintes, comment les calculs pouvaient transformer du sable et du gravier en quelque chose qui durerait 100 ans. Et j'ai rencontré Fabien. Fabien Castellan, mon meilleur ami, fils d'un architecte lyonnais, qui me regardait avec une curiosité sincère, sans condescendance, comme si ma façon de voir les choses l'intéressait vraiment. C'est Fabien qui m'a dit, lors de notre dernière année, « Tu sais que tu penses différemment des autres ? Tu vois les problèmes d'une façon que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. » Je lui avais souri en haussant les épaules. Je ne savais pas encore que cette façon de penser différemment allait un jour me sauver la vie. La première fois que j'avais mis les pieds chez les Castellan, c'était pour un travail de groupe que nous préparions pour le cours de résistance des matériaux. L'appartement était dans le 6e arrondissement de Lyon, un appartement de standing que je reconnaissais au parquet à l'ancienne, aux moulures au plafond, à la bibliothèque qui couvrait tout un mur du salon avec des livres qui avaient l'air d'avoir été lus et pas seulement exposés. La mère de Fabien nous avait apporté du thé dans de vraies tasses en porcelaine, avec du sucre dans un petit pot en argent. J'avais regardé ce pot en argent sans pouvoir m'en empêcher, avec cette conscience aiguë du décalage, le pot de sucre en verre ébréché de ma mère à la maison, la petite cuillère dont le manche était tordu depuis que mon père avait accidentellement appuyé dessus. Ce n'était pas de l'amertume que je ressentais. C'était une observation. Une prise de mesure. Fabien, lui, ne semblait pas conscient de la différence. Ou plutôt, il en était conscient mais elle lui était indifférente dans le bon sens du terme, pas par insouciance, mais par cette absence de hiérarchie que certaines personnes bien élevées ont naturellement. Il me parlait de mes projets avec le même intérêt qu'il m'était à parler des siens. Et quand je lui avais expliqué, un soir sur les quais du Rhône où on s'était assis après les cours, que mes parents comptaient chaque euro et que l'IUT était la limite de ce que la bourse pouvait couvrir, il n'avait pas eu ce silence gêné que j'avais vu sur le visage d'autres camarades. Il avait juste hoché la tête et dit « Alors tu vas construire quelque chose de grand avec les outils que tu as. C'est souvent ceux-là qui construisent le plus solide. » Peut-être qu'il l'avait dit pour être gentil. Mais je l'avais cru. Et croire les choses qu'on vous dit, même quand elles sont dites pour vous encourager, peut parfois suffire à les rendre vraies. Diplôme en poche, j'ai commencé à chercher du travail. C'était il y a 12 ans. Le secteur de la construction allait bien en apparence, mais les petits profils sans réseau, sans parrain, sans le bon nom de famille, peinent toujours à entrer par la porte principale. J'ai envoyé 70 candidatures en 3 mois. 9 réponses. 2 entretiens. Un refus après l'entretien avec la mention « profil ne correspondant pas à notre culture d'entreprise », ce qui, comme je l'ai compris plus tard, signifiait simplement que je n'avais pas l'allure de quelqu'un qui avait grandi dans les quartiers résidentiels. Et puis, un matin de février, mon téléphone a sonné. « Allô, je cherche Lucas Moreau ? » « C'est moi », ai-je répondu, la voix trop empressée, le genre de voix qu'on a quand on attend quelque chose depuis trop longtemps. « Ici les constructions Blanchard. Votre dossier nous a intéressés. Pouvez-vous vous présenter jeudi matin pour un entretien ? » Je me souviens encore de la façon dont j'ai raccroché et dont je suis resté immobile au milieu du couloir, le téléphone dans la main, à faire mentalement le calcul du prix du train pour Lyon où se trouvaient les bureaux de l'entreprise. Je n'avais pas l'argent. J'ai emprunté 50 € à ma mère. Elle me les a donnés sans un mot, les prenant directement dans l'enveloppe à côté du réfrigérateur, l'enveloppe des imprévus, celle qu'ils alimentaient chaque mois de quelques billets avec une rigueur presque touchante. J'ai mis mon unique veste, un blazer marine acheté en solde 3 ans avant et légèrement lustré au coude. J'ai pris le train. Les constructions Blanchard occupaient un immeuble moderne dans le quartier d'affaires de la Pardieu, avec une réceptionniste qui portait un casque téléphonique et qui m'a regardé avec ce sourire neutre qu'on réserve aux gens dont on n'est pas sûr qu'ils aient rendez-vous. L'entretien a duré 40 minutes. Patrice Blanchard, le directeur, un homme de 60 ans avec des cheveux blancs soigneusement coiffés et une montre qui valait probablement plus que le revenu annuel de mes parents, m'a posé des questions techniques, des questions sur mes motivations, et une question qui m'a surpris. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats ? J'aurais pu répondre avec des formules creuses sur ma motivation et mon sérieux. Au lieu de ça, j'ai sorti de ma poche un croquis que j'avais fait le soir précédent, une solution que j'avais imaginée pour un problème de fondation que j'avais lu dans l'un de leurs appels d'offres publics, une approche différente qui économisait 30% de matériaux. Blanchard a regardé le croquis. Il a posé ses lunettes. Il a regardé à nouveau. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « D'accord, Moreau. On vous prend. » Mes premières années chez Blanchard ont été une école, au sens le plus concret du terme. J'ai tout appris, tout absorbé, travaillant 12 heures par jour avec l'énergie inépuisable de quelqu'un qui sait d'où il vient et qui n'a pas l'intention d'y retourner. Je suis devenu chef de chantier à 26 ans, responsable technique à 28. J'avais un appartement maintenant, pas grand, mais à moi, avec un livret, un bureau vrai, et une fenêtre qui donnait sur une rue arborée.
J'envoyais de l'argent à mes parents tous les mois. Pas beaucoup, mais quelque chose. Ma mère avait arrêté de coudre la nuit. Mon père avait pu acheter une voiture d'occasion sans avoir à calculer pendant 3 semaines si c'était raisonnable. Ces petites victoires-là, personne ne les voit de l'extérieur. Mais elles comptent. Il y avait un collègue, dans ses premières années chez Blanchard, qui m'avait pris en grippe dès le début avec une constance presque impressionnante. Renaud Mallet, responsable commercial, 35 ans, les cheveux noirs plaqués, une façon de se déplacer dans les couloirs qui rappelait quelqu'un qui cherche toujours à entrer dans une pièce avant les autres. Il avait remarqué que j'avançais vite et avait décidé que c'était à ses dépens, bien que nos domaines de responsabilité n'aient pas eu grand-chose en commun. Il me coupait la parole en réunion avec une subtilité calculée, reformulant mes idées quelques secondes plus tard comme si elles étaient les siennes. Il disait des choses comme « Moreau est très opérationnel, n'est-ce pas ?» avec ce ton qui suggérait que l'opérationnel était une forme d'infériorité. J'avais adopté une stratégie simple face à lui, l'ignorer professionnellement tout en continuant à produire un travail irréprochable. Non pas par résignation, parce que confronter Mallet aurait coûté de l'énergie que je préférais mettre ailleurs. Je savais, avec cette certitude tranquille que donne l'expérience des vrais obstacles, que les Mallets du monde finissent par se neutraliser eux-mêmes à force de manœuvres. Et en effet, 2 ans après mon arrivée, Mallet avait perdu un client majeur en survendant des délais impossibles à tenir, et il avait quitté l'entreprise pour un poste dans le sud dont on n'avait plus entendu parler. Je ne m'en étais pas réjoui. J'avais simplement continué à travailler. J'avais des entretiens, des pistes, des espoirs qui s'éteignaient. Je n'obtenais pas de postes équivalents à ce que j'avais, trop spécialisé, disaient certains. Trop senior pour les salaires qu'ils proposaient, disaient d'autres, ce qui était une façon polie de dire qu'ils ne voulaient pas payer ce que je valais. Il y avait aussi ces entretiens où je sentais que quelque chose n'allait pas mais sans pouvoir mettre le doigt dessus, un regard un peu trop évaluateur, une question sur mes ambitions à long terme posée avec un sous-texte que je décodais. Ce garçon va-t-il rester à sa place ou va-t-il déranger ? 2 mois après mon licenciement, mon compte était à un niveau qui me forçait à faire des choix. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, une studette dans le 8e arrondissement de Lyon, un couloir avec une fenêtre et un coin cuisine. J'ai vendu ma voiture. J'ai renégocié mon abonnement téléphonique. Isabelle était là. Solidement là. Elle avait insisté pour que l'on continue à partager les frais à part égale. Tu penses que je vais te laisser payer le double ? Je ne marche pas comme ça, et elle avait ce don rare de savoir quand parler et quand se taire. Les soirs où je rentrais d'une journée de recherche d'emploi avec ce goût amer dans la gorge, elle mettait de la musique, elle préparait à manger, et elle ne posait pas de questions. Les questions, elle les gardait pour les moments où j'avais envie d'en parler. Ces petites attentions-là, je n'en mesurais peut-être pas encore complètement la valeur. Un soir, tard, je ne dormais pas. La studette avait une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure éclairée par un lampadaire dont la lumière orange filtrait à travers les stores. Je regardais ce rectangle de lumière sur le plafond et je pensais à Tessier dans mon ancien bureau, avec ma plaque et mes dossiers et les plans que j'avais passé des nuits à perfectionner. Je me demandais si les chantiers en cours tenaient la cadence. Je savais, avec cette certitude professionnelle qu'on ne peut pas feindre, qu'il ne la tiendrait pas. Tessier ne savait pas anticiper les goulets d'étranglement. Il n'avait pas les réflexes du terrain. Il allait prendre des décisions qui coûteraient cher. Cette pensée n'était pas un souhait malveillant, c'était une observation froide, presque mélancolique. Parce que ce sont des équipes entières qui en paient le prix, des ouvriers qui travaillent 2 fois plus pour rattraper des erreurs de management, des clients qui perdent confiance dans une profession déjà malmenée par l'image. Mais je n'y pouvais rien. Ce n'était plus mon chantier. Et c'est dans cet appartement de 12 mètres carrés que j'ai eu l'idée qui allait tout changer. C'était une nuit de novembre. Je ne dormais pas, le lit, un canapé-lit dont le mécanisme grinçait à chaque mouvement, m'interdisait le vrai sommeil. J'avais mon carnet noir à la main, celui où je notais les observations depuis des mois chez Blanchard. Je relisais des pages en diagonale, des chiffres, des observations, des inefficacités que j'avais notées sans savoir exactement pourquoi. Et là, dans cette demi-insomnie, tout s'est mis à se connecter. Je voyais des modèles. Je voyais où l'argent s'évaporait, où les marges se perdaient, où des solutions simples, des solutions que personne n'appliquait parce que personne n'avait pris le temps de les formuler, auraient pu économiser des dizaines de milliers d'euros par chantier. J'ai commencé à écrire. Vite, en petits caractères, remplissant les pages. À 4 heures du matin, j'avais les grandes lignes d'un plan. Pas encore un business plan. Pas encore quelque chose de présentable. Mais une idée avec une forme, une idée avec des chiffres. J'ai appelé Fabien le lendemain matin. Fabien Castellan, mon camarade de l'IUT, devenu depuis architecte associé dans l'agence de son père, un homme que j'avais vu plusieurs fois par an depuis 10 ans et qui avait toujours été le premier à répondre quand j'appelais. Fabien, j'ai quelque chose, ai-je dit sans préambule. Décrit. Je lui ai décrit. Pendant 1 heure, en marchant de long en large dans mon studette,
cognant parfois l'épaule contre le mur parce que 12 mètres carrés ne donnent pas beaucoup de marge pour les grandes pensées. Il posait des questions précises, coupait certaines idées, en développait d'autres. À la fin, il y a eu une pause. « Lucas, a-t-il dit, je pense que tu tiens quelque chose. C'est réel, ce que tu décris là. J'ai besoin de capital pour démarrer. Pas énorme, mais quelque chose. Combien ? 60 000 € pour commencer. Location de matériel, premier bureau, salaire minimum pour nous deux les 6 premiers mois. » Un silence. Puis, « Je peux aller voir papa. Il a des contacts avec des investisseurs. Je ne veux pas de faveurs, Fabien. Ce n'est pas des faveurs. C'est un pitch. Tu pitches ton idée à des gens qui ont de l'argent. Si l'idée est bonne, ils investissent. C'est tout. » J'ai réfléchi. 2 secondes. D'accord. La rencontre avec les investisseurs de Maurice Castellan, le père de Fabien, un homme de 65 ans avec une énergie juvénile et un regard perçant qui jaugeait les gens en quelques secondes, a eu lieu dans un restaurant du Vieux-Lyon, une semaine plus tard. Il y avait 3 hommes autour de la table, en plus de Fabien et de son père, 2 associés d'un fonds d'investissement régional et un entrepreneur de Grenoble qui avait fait fortune dans l'isolation thermique. Je m'étais préparé pendant 7 jours. J'avais le plan, les projections, les comparatifs de marché. Et surtout, j'avais le fond, cette compréhension intime du secteur que seules des années sur le terrain peuvent donner, cette façon de voir les problèmes différemment que Fabien m'avait signalé 10 ans plus tôt à l'IUT. La veille de ce déjeuner, je n'avais presque pas dormi. Pas à cause du stress, ou du moins pas seulement. C'était cette heure intermédiaire entre 2 et 5 du matin où le cerveau refuse de s'éteindre et tourne en boucle sur les détails, les questions possibles, les objections à anticiper. Je m'étais levé à 3h30, j'avais allumé la petite lampe du bureau, et j'avais relu mes projections une dernière fois. Il y avait une faiblesse dans mon modèle de marché que j'avais identifié mais pas encore corrigé, une hypothèse de croissance un peu trop optimiste sur la 3e année. Je l'avais corrigée, en faisant baisser les chiffres. Les investisseurs avertis préfèrent les projections conservatives réalisées à celles qui brillent sur le papier. Puis j'avais fermé le classeur et regardé par la fenêtre les lumières de la ville à 7 heures creuses où Lyon ressemble à une aquarelle inachevée. J'avais pensé à la Studette, au canapé lit grinçant, au pot de pâte. Et j'avais pensé que demain matin, quelque chose allait changer. Pas parce que c'était garanti. Parce que je le voulais assez fort. Le pitch a duré 40 minutes. Les questions ont duré 1 heure de plus. À la fin du dessert, l'entrepreneur de Grenoble, un homme de 50 ans qui s'appelait André Mirmont et qui m'avait regardé parler sans jamais détacher son regard du mien, a posé sa fourchette et a dit « Je suis dedans pour 40 000. Monsieur Castellan père pour 20 000. Ça vous fait votre 60. » Il m'a tendu la main par-dessus la table. « Bonne chance, Moreau. Et ne nous décevez pas. » Je lui ai serré la main. Ma paume était parfaitement sèche. J'avais préparé ce moment depuis trop longtemps pour avoir le droit de trembler. Dans le taxi qui me ramenait, j'avais regardé défiler les rues lyonnaises par la vitre. La ville avait le même visage qu'avant ce déjeuner. Mais quelque chose dans ma façon de la regarder était différent. Comme si les coordonnées étaient les mêmes et que la carte, elle, avait changé d'échelle. La société MR Construct a été enregistrée le 14 janvier. MR pour Moreau Renard. Isabelle était entrée dans l'aventure comme directrice administrative et financière, abandonnant son poste sécurisé avec une tranquillité qui me stupéfiait et m'emplissait d'une gratitude que je ne savais pas encore bien exprimer. Fabien nous rejoignait à mi-temps dans un premier temps, gardant son poste chez son père, apportant son carnet d'adresses dans le secteur de l'architecture. Les premiers mois ont été ce que tous les fondateurs décrivent et que personne ne peut vraiment comprendre avant de le vivre. Une succession de jours de 16 heures, d'espoir tranché net et reconstruit le lendemain, de micro-victoires qui donnaient l'impression de gravir une montagne à la vitesse d'1 centimètre par jour. Notre bureau était un espace de coworking où nous louions 2 postes dans une salle commune, entourés de développeurs web et de graphistes qui nous regardaient parfois avec une curiosité polie. Notre premier client était une petite mairie de la périphérie lyonnaise qui avait besoin de rénover son gymnase municipal. Contrat de 42 000 €, marge serrée, mais réalisé à temps et sous budget, ce qui dans le BTP en 2013 constituait presque une performance extraordinaire. Les journées avaient un rythme qui leur était propre, différent de tout ce que j'avais connu avant. Chez Blanchard, j'avais été salarié, quelqu'un d'autre portait le risque, quelqu'un d'autre signait les chèques de paie. Là, c'était moi. Chaque décision avait un poids différent quand c'était votre propre argent qui était engagé, quand c'était la confiance de 2 associés et de 2 investisseurs qui reposaient sur vos épaules. Je ne dormais pas moins bien pour autant. Au contraire. Il y avait quelque chose de libérateur dans ce poids-là. Un poids qu'on choisit est toujours plus léger qu'un poids qu'on subit. Le chantier du gymnase municipal m'avait appris une chose que je n'avais pas anticipée. La différence entre être responsable d'un chantier pour le compte d'une grande entreprise et être le patron d'une petite structure qui fait ce chantier.
Dans le premier cas, vous avez des ressources, des procédures, un nom qui rassure. Dans le second, vous avez votre réputation et rien d'autre. Chaque ouvrier que vous faites intervenir, chaque fournisseur que vous appelez, chaque réunion avec le maître d'ouvrage, tout ça contribue à construire ou à défaire quelque chose d'infiniment plus fragile et infiniment plus précieux qu'un chiffre dans un tableau de bord. Ce gymnase municipal, à la fin du chantier, brillait. Pas parce que nous avions fait quelque chose d'extraordinaire techniquement. Parce que nous avions fait exactement ce que nous avions promis, dans les délais que nous avions annoncés, avec les matériaux que nous avions validés. Tenir sa parole, dans ce secteur, est une forme de rareté. C'est Isabelle qui avait signé ce premier contrat, lors d'une réunion à la mairie un mardi matin pendant que j'étais sur un autre rendez-vous. Elle était rentrée le soir avec une enveloppe Kraft et l'avait posée sur le bureau partagé qu'on avait installé dans notre appartement, le plus grand maintenant, 2 chambres, parce que l'argent des investisseurs permettait de respirer un peu. Le contrat est signé, avait-elle dit simplement. Je l'avais regardé. Elle avait une petite flamme dans les yeux, ce truc qu'elle avait quand quelque chose se passait exactement comme elle l'avait prévu. Bien joué, avais-je dit. C'est toi qui l'as vendu. Moi j'ai juste mis le stylo dans la main du maire. On avait souri tous les deux. Puis on avait recommencé à travailler. La croissance, la première année, a été lente mais régulière. Le gymnase municipal a été notre carte de visite. Nous l'avions livré avec 2 semaines d'avance et une économie de 8 000 € sur le budget prévisionnel, reversée en partie aux clients sous forme d'amélioration supplémentaire, une décision que j'avais prise et qui avait surpris Isabelle au début. On réduit notre marge pour ça, avait-elle demandé. On achète une réputation, avais-je répondu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le maire avait parlé à d'autres maires, qui avaient parlé à des conseillers municipaux, qui avaient parlé à des promoteurs. En 8 mois, nous avions 7 contrats signés et 12 en négociation. La deuxième année a changé de rythme. J'avais maintenu l'habitude des carnets noirs, j'en étais à mon 4e depuis la création de MR Construct et je passais des heures à analyser nos processus, à identifier où on pouvait encore gagner en efficacité. J'avais développé une méthode de gestion de chantier qui réduisait les délais de 15 à 20% en optimisant la séquence des interventions et en anticipant les goulets d'étranglement classiques. C'était une méthode simple dans son concept, mais qui demandait une connaissance intime du terrain pour être appliquée correctement. Les entreprises qui tentaient de la copier sans comprendre ses fondements obtenaient des résultats mitigés. C'était mon avantage concurrentiel, pas la méthode en elle-même, mais la profondeur de compréhension dont elle découlait. Nous avons recruté notre premier salarié en mars de la 2e année. Un chef de chantier de 40 ans, Christophe Auger, un homme au crâne dégarni et aux mains larges, avec 20 ans de terrain et un sens pratique qui complétait ce que nous avions. Il avait accepté un salaire en dessous du marché en échange de parts dans l'entreprise, une décision qui lui rapporterait, 3 ans plus tard, de quoi acheter une maison sans emprunter. En fin de 2e année, nous étions 5. Isabelle avait structuré la comptabilité et les ressources humaines avec une rigueur qui forçait le respect même de nos banquiers, des hommes habituellement peu enclins à l'enthousiasme. Votre directrice financière a une tête bien faite, m'avait dit notre conseiller bancaire lors d'une réunion de bilan. J'avais souri. C'est le moins qu'on puisse dire. L'argent des investisseurs avait été remboursé avec les intérêts prévus à la fin de la 2e année. André Mirmont, qui avait gardé un œil sur l'évolution de MR Construct avec une fidélité de parrain discret, m'avait appelé ce jour-là. Vous n'étiez pas obligé de rembourser sitôt, Moreau. Je préfère être quitte, avais-je répondu. C'est bien. Ça veut dire que vous ne me devez rien. Et que si vous revenez me voir un jour pour quelque chose de plus grand, je vous écouterai sans dette. C'était précisément ce que j'avais voulu dire en remboursant en avance. La 3e année a été celle de la première vraie embûche. Un chantier à Bourg-en-Bresse, une résidence de standing pour un promoteur privé, un homme jovial et bavard nommé Gilles Duverger, qui avait signé avec nous après nous avoir mis en concurrence avec 4 entreprises plus grandes. Nous avions gagné sur la qualité du dossier et sur les délais promis. Mais Duverger, comme je l'ai découvert progressivement, avait l'habitude de changer les spécifications en cours de route, d'ajouter des demandes sans modifier le contrat, de prétendre ensuite que ces modifications étaient dans l'esprit du contrat original. Au 4e mois du chantier, nous avions absorbé 120 000 € de surcoûts non facturés, et Duverger refusait de signer les avenants. La réunion dans son bureau, un mardi après-midi, est restée gravée dans ma mémoire comme l'un des moments les plus instructifs de mon parcours. Duverger était assis dans un fauteuil de cuir bordeaux, les bras croisés, avec l'expression de quelqu'un qui a l'habitude de gagner ce genre de conversation. Son assistant, un jeune homme aux cheveux lissés en arrière, se tenait près de la fenêtre. « Écoutez, Moreau », a dit Duverger avec un soupir d'impatience théâtrale. « Le business, c'est le business. Vous avez signé un contrat. Ce que je vous demande, c'est dans le cadre du contrat. Monsieur Duverger, ai-je répondu d'une voix calme, en posant un classeur sur son bureau. Dans ce classeur, vous trouverez 47 demandes de modifications écrites,
envoyées par mail et par courrier recommandé au cours des 4 derniers mois. Chacune avec sa date, sa référence et le surcoût estimé associé. Le total est de 123 800 €. Il a regardé le classeur sans le toucher. Ce sont des ajustements mineurs, a-t-il dit avec moins d'assurance. Un ajustement mineur, c'est un changement de couleur sur un mur. Ce que vous m'avez demandé, c'est de modifier la structure portante du 2e étage et d'intégrer un système de géothermie qui n'était pas dans les plans originaux. Ce n'est pas un ajustement mineur, monsieur Duverger. C'est un autre chantier. Il y a eu un silence. L'assistant, près de la fenêtre, a légèrement bougé. Je ne paierai pas ça, a dit Duverger avec une certitude soudaine, comme s'il venait de prendre une décision qu'il avait hésité à prendre. Très bien, ai-je dit en fermant le classeur. Dans ce cas, je vous informe que MR Construct suspend les travaux à compter de demain matin et que nous saisissons le tribunal de commerce pour le recouvrement des sommes dues. Vous recevrez la mise en demeure ce soir par mail et par courrier recommandé. J'espère que vous êtes prêts pour les délais que ça implique, notamment en ce qui concerne votre permis de construire qui arrive à expiration dans 6 mois. Le visage de Duverger a changé. Pas beaucoup. Juste assez. Vous n'avez pas les reins assez solides pour un procès, a-t-il dit, mais sans la conviction initiale. J'ai les documents, ai-je répondu en me levant. Et un bon avocat. Bon après-midi, monsieur Duverger. Je suis sorti. Dans le couloir, j'ai croisé son assistante qui me regardait avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer sur le moment. Elle m'a semblé admirative. Peut-être que Duverger avait cette conversation régulièrement avec d'autres fournisseurs. Peut-être que je n'étais pas le premier. Duverger avait appelé le surlendemain. Les avenants étaient signés 3 jours plus tard. Nous avions repris les travaux. Et Duverger avait fait profil bas pour le reste du chantier, avec une politesse un peu guindée qui n'était pas désagréable à observer. Cette confrontation m'avait appris quelque chose d'essentiel. La solidité, dans les affaires, ne vient pas de l'argent qu'on a. Elle vient de la préparation et de la disposition à aller jusqu'au bout. Un adversaire qui doute de votre détermination est un adversaire qui teste ses limites, pas les vôtres. La 4e et 5e année ont été celles de la consolidation et de l'expansion. Nous avions maintenant une équipe de 22 personnes, un bureau propre à nous dans un immeuble du 3e arrondissement, un carnet de commandes qui couvrait 18 mois. Fabien avait rejoint l'entreprise à temps plein en début de 4e année, abandonnant définitivement le confort familial pour l'inconfort stimulant de l'aventure entrepreneuriale. Je t'attendais, lui avais-je dit le jour où il m'avait annoncé sa décision. Tu aurais pu demander plus tôt, avait-il répondu avec un sourire. Oui. Mais je voulais que ce soit ta décision. C'est pendant la 5e année qu'Isabelle a eu l'idée du logiciel. Elle avait passé des nuits à chercher un outil de gestion de chantier qui correspondait à notre méthode spécifique, sans en trouver un qui lui convenait vraiment. Tous ces logiciels sont conçus par des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur un chantier, avait-elle dit un soir avec une frustration rare chez elle. Alors on va faire le nôtre, avais-je répondu. Elle avait levé les yeux. Sérieusement. Sérieusement. On avait embauché 2 développeurs et travaillé pendant 7 mois sur ce qui deviendrait Canti, un logiciel de gestion de chantier basé sur notre méthode propriétaire, connecté à une base de données de matériaux et de fournisseurs, capable de générer des économies de temps et d'argent que nous avions d'abord vérifiées sur nos propres chantiers avant de les présenter à des clients extérieurs. Le développement avait coûté 200 000 €, une somme qui nous avait fait réfléchir, que nous avions financé sur nos fonds propres sans toucher à la trésorerie opérationnelle. Les 7 mois de développement avaient été une période particulière. Je passais mes journées sur les chantiers et mes soirées dans des réunions avec les développeurs, 2 jeunes hommes brillants qui comprenaient la technologie mais pas le terrain, et dont le travail consistait à traduire en ligne de code ce que je leur décrivais dans un langage qui n'avait rien de technique, des histoires de chantier, des scénarios concrets, des imagine que tu arrives le mardi matin et que le béton n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Le logiciel s'était construit comme ça, à partir du réel, du sale, du compliqué. Pas à partir d'un cahier des charges théoriques. Isabelle avait supervisé l'interface utilisateur avec une obsession de la simplicité qui avait parfois agacé les développeurs. Si ma belle-mère peut l'utiliser sans formation, c'est bon, avait-elle dit un soir lors d'une réunion tendue. Si elle ne peut pas, on recommence. Sa belle-mère avait 68 ans et n'avait jamais touché à un logiciel de gestion. C'était l'étalon. Et ça avait marché. Les premières licences Canti avaient été vendues à des petites et moyennes entreprises de BTP de la région. À la fin de la première année commerciale, le logiciel générait des revenus récurrents qui représentaient 20% du chiffre d'affaires global. Et ce 20% avait une marge bien plus haute que les travaux. La 6e année a été celle de la première grande acquisition. Nous avions racheté une petite entreprise de maçonnerie spécialisée en rénovation de patrimoine, une société de 15 personnes basée à Mâcon, dont le dirigeant partait à la retraite et dont le savoir-faire était irremplaçable. Le prix d'acquisition était raisonnable,
La transition douce, j'avais promis au dirigeant cédant que son équipe serait maintenue et que les méthodes artisanales seraient préservées. Une promesse que je tenais sincèrement, pas seulement par stratégie. Cette acquisition nous ouvrait le marché des monuments historiques et des bâtiments classés, un marché de niche à marges élevées où les clients, collectivités locales, diocèses, propriétaires de châteaux valorisaient avant tout la qualité et la confiance sur le long terme. Les récompenses professionnelles ont commencé à arriver. Un prix régional d'innovation en construction durable pour notre méthode. Une mention dans un magazine spécialisé national. Des invitations à des conférences où je me retrouvais à parler en face de gens que j'avais, quelques années plus tôt, aperçus derrière des vitres de voitures que je ne pouvais pas me payer. Ce monde-là, ce monde des décideurs et des reconnus, avait ses codes, ses rituels, ses hiérarchies non dites. Je les observais avec l'œil de quelqu'un qui n'en était pas issu et qui, pour cette raison précisément, les voyait plus clairement que ceux qui y étaient nés. À la 7e année, MR Construct était une réalité solide. 52 salariés, un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, une présence dans 3 régions, et Canty qui continuait à croître de façon autonome. Isabelle et moi nous étions mariés à la fin de la 6e année, dans une cérémonie simple à la mairie, suivie d'un repas chez mes parents à Villefranche. Mon père avait pleuré, ce qui m'avait surpris parce qu'il n'était pas homme à montrer ses émotions. Il était resté longtemps assis dans le jardin après le repas, un verre de vin à la main, regardant les convives. Je m'étais assis à côté de lui. « Tu es fier ?» lui avais-je demandé. Il avait regardé son verre un moment. « J'ai toujours été fier », avait-il dit. « Depuis le début. Depuis le soir où tu lisais tes livres sous les draps avec ta lampe de poche. J'entendais les pages tourner. Je n'avais pas su répondre à ça. Alors je n'avais rien dit, et c'était exactement la bonne chose. C'est en début de 7e année qu'André Mirmont m'avait appelé pour me parler des constructions Blanchard. « Vous suivez ce qui se passe chez Blanchard » avait-il dit sans préambule. « Pas particulièrement » avais-je répondu. « Vous devriez. L'entreprise est en difficulté. Tessier, le directeur technique qu'ils ont mis à votre place, a fait des choix catastrophiques sur 3 chantiers de grande envergure. Des retards, des malfaçons, un sinistre sur un immeuble à Villeurbanne dont l'instruction judiciaire est en cours. Les clients sont partis. 2 banques ont réduit leur ligne de crédit. Blanchard cherche un repreneur. J'avais gardé le silence un moment. Pas par émotion, pas par nostalgie, pas par rancœur. Par calcul pur, le même calcul froid que je faisais face à n'importe quel dossier. Combien valent-ils? À l'état actuel? Rien ou presque. L'actif immobilier vaut quelque chose, le carnet d'adresses aussi si on peut recouvrer la confiance des clients. L'équipe technique hors Tessier est bonne. Mais la marque est abîmée et les dettes sont lourdes. Vous pensez à quoi comme montant d'acquisition? Avec les dettes reprises et la recapitalisation nécessaire, je dirais dans les 2 millions. Peut-être 2,5. C'est un pari. Mais avec ce que vous savez faire. Donnez-moi une semaine. J'avais raccroché et j'étais resté assis à mon bureau, les mains à plat sur le bois. Le bureau était différent de celui de la Studette. Différent de l'espace de coworking. C'était un vrai bureau, dans un vrai immeuble, avec une vue sur la ville. Je regardais Lyon par la fenêtre, les toits, le Rhône qui brillait au loin, et je pensais à ce matin de vendredi où Blanchard m'avait convoqué avec son homme au costume gris, à ce sourire légèrement condescendant, à cette phrase « Votre poste est supprimé ». Je ne ressentais pas de colère. Je n'avais pas ressenti de colère depuis longtemps. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus tranquille et de plus décidé, quelque chose qui ressemblait à une porte qu'on s'apprête à ouvrir avec sa propre clé. J'avais fait procéder à un audit complet des constructions Blanchard par un cabinet externe. Isabelle avait examiné les comptes avec la minutie d'une chirurgienne. Fabien avait évalué les chantiers en cours. Et à la fin de cette semaine d'analyse, on s'était retrouvés tous les 3 autour de la table de conférence avec nos conclusions. Les dettes sont de 3 200 000 €, avait dit Isabelle. L'actif net après liquidation partielle est d'environ 1,6 million. La décote est importante, mais justifiée par le sinistre judiciaire. L'équipe technique, a ajouté Fabien, est bonne sur les profils qu'on a vus. 3 chefs de chantier avec plus de 20 ans d'expérience, 2 ingénieurs solides. Tessier est parti de lui-même le mois dernier, apparemment. Alors on y va, avait demandé Isabelle en me regardant. On y va, avais-je confirmé. On propose 2 200 000 € avec reprise de toutes les dettes. Et on intègre les salariés sur une base de maintien intégral. Isabelle avait hoché la tête. Puis elle avait souri, un petit sourire qu'elle gardait pour les moments importants. C'est bien, avait-elle dit simplement. Les négociations avaient duré 3 semaines. Blanchard, que je rencontrais pour la première fois depuis mon licenciement,
m'avait accueilli lors de la première réunion avec ce professionnalisme de façade qui caractérise les gens qui ont tout perdu mais n'en ont pas encore pris acte. Il ne m'avait pas reconnu tout de suite. On s'était serré la main, j'avais senti sa poignée, moins ferme que dans mon souvenir, la main d'un homme vieilli et fatigué, et il avait commencé à présenter son entreprise comme si j'ignorais tout son état. Je l'avais laissé parler. Je n'avais pas interrompu. J'avais attendu. C'est au deuxième rendez-vous que la reconnaissance était venue. Il m'avait regardé plus longtemps que nécessaire en début de séance, avec ce froncement des sourcils de quelqu'un qui cherche dans sa mémoire. Moreau, avait-il dit lentement. Lucas Moreau. Bonjour, monsieur Blanchard, avais-je répondu avec un sourire neutre. Il avait compris. On voyait dans ses yeux le calcul qui se faisait, la connexion entre l'homme qui avait signé un contrat de licenciement 7 ans plus tôt et celui qui était assis en face de lui avec les documents de rachat. Je ne savais pas que c'était vous, avait-il dit. Je sais. Ce n'est pas important. Ce n'était pas de la magnanimité feinte. C'était la vérité. Ce qui s'était passé 7 ans plus tôt n'était plus important. Ce qui était important, c'était le dossier sur la table. Le contrat avait été signé un mardi matin de mars. La signature de la reprise totale, avec l'acte notarié, une semaine plus tard. C'est ce jour-là, le jour de la signature finale, que j'avais posé la photo sur la table. Une photo que j'avais demandé à mon père de retrouver, moi à 22 ans, en stage dans une entreprise de construction locale, en combinaison de travail avec un casque trop grand, souriant devant un chantier. Le genre de photo qu'on prend pour se souvenir de là où on a commencé. Blanchard l'avait regardé. L'avocat avait regardé Blanchard. Je voulais juste qu'on se souvienne tous les deux d'où on part, avais-je dit. Lui de là où il était. Moi de là où j'étais. Blanchard n'avait rien répondu. Il avait rangé la photo dans son dossier avec un geste soigneux, presque respectueux. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu l'indifférence ou la gêne. Ce soin inattendu m'avait touché d'une façon que je n'avais pas anticipée. La reprise des constructions Blanchard avait été opérationnellement délicate mais stratégiquement précise. Nous avions renommé l'entreprise Blanchard & Mer dans un premier temps, pour préserver les contrats en cours qui dépendaient de la continuité de la marque, puis progressivement ramener tout le portefeuille sous l'enseigne MR Construct. Les salariés avaient été maintenus, à l'exception de 2 cadres directement impliqués dans les décisions qui avaient conduit au sinistre, dont les dossiers avaient été transmis aux autorités compétentes. Christophe Auger, notre chef de chantier historique, avait pris la direction opérationnelle des anciens chantiers Blanchard avec cette efficacité tranquille qui était sa signature. La procédure judiciaire liée au sinistre de Villeurbanne avait suivi son cours indépendamment de la reprise. Les responsabilités avaient été établies, les indemnisations versées aux parties lésées. MR Construct, en tant que nouveau propriétaire, avait coopéré pleinement avec les enquêteurs et avait mis en place un fonds de garantie supplémentaire au-delà des exigences légales. Ce n'était pas une obligation. C'était une manière de dire « Nous sommes une entreprise différente ». Le premier anniversaire de la reprise a été marqué par un chiffre d'affaires consolidé de 22 millions d'euros pour l'ensemble du groupe. Conti comptait maintenant 230 entreprises clientes dans 6 pays. Nous avions 78 salariés. Isabelle avait recruté une directrice adjointe pour la partie financière, parce que nous attendions notre premier enfant et qu'elle voulait ne pas être la seule à tenir les cordons de la bourse si quelque chose devait l'éloigner quelques semaines. Notre fils est né en septembre, un mardi matin à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, pendant qu'il pleuvait sur la ville avec une générosité automnale. Je l'ai tenu dans mes bras et je me suis souvenu de la studette de 12 mètres carrés, du canapé lit qui grinçait, de la nuit de novembre où j'avais écrit dans mon carnet noir avec les mains qui tremblaient un peu de fatigue et un peu d'espoir. Il y avait 8 ans de distance entre ce moment-là et celui-ci. 8 ans qui contenaient plusieurs vies. Ma mère est venue passer les 2 premières semaines avec nous. Elle était arrivée avec une valise et 2 grandes boîtes de congélation remplies de plats préparés, avec cette façon qu'elle avait de nourrir les gens comme forme d'amour et de présence. Mon père est venu le week-end, s'est assis dans le fauteuil du salon et a regardé son petit-fils dormir pendant 1 heure sans dire un mot, avec une expression de contentement parfait que je n'avais jamais vue sur son visage. Avant de partir, il avait posé la main sur mon épaule un instant. « Tu vois » m'avait-il dit. « Oui, papa. Je vois. » Il n'y avait rien d'autre à dire. L'expansion de MR Construct s'est poursuivie dans les 2 années suivantes avec une régularité qui avait quelque chose de presque satisfaisant dans son caractère prévisible. Non pas que tout se passait sans obstacle, il y avait des appels d'offres perdus, des chantiers difficiles, des recrutements ratés, des mois de tension sur la trésorerie, mais les fondamentaux tenaient, et les fondamentaux sont toujours la réponse aux turbulences temporaires. André Mirmont, notre investisseur initial, était devenu au fil des ans quelque chose comme un mentor et un ami, une combinaison rare et précieuse. Nous déjeunions ensemble une fois par trimestre dans un brasserie de la Pardieu où il commandait toujours la même chose, une entrecôte saignante et un Bordeaux qu'il choisissait avec une attention sérieuse, et il me posait les questions difficiles que les amis qui veulent vous protéger évitent généralement.
quelle est ta vraie fragilité en ce moment? Où est-ce que tu évites de regarder? C'est lors d'un de ces déjeuners qu'il m'avait dit, avec cette franchise directe qui était son mode de communication préféré. Lucas, tu sais ce qui différencie les gens qui ont réussi de ceux qui ont tout perdu ensuite? Pas l'intelligence, pas la chance. La capacité à se souvenir de pourquoi ils ont commencé. Les gens qui oublient ça commencent à prendre des décisions pour une image plutôt que pour une substance. Et c'est là que ça se casse. J'avais pensé à cette phrase plusieurs fois, les soirs où la fatigue était grande et où les succès accumulés créaient parfois une tentation subtile de relâchement. Je la gardais comme un étalon. Je me souviens pourquoi j'ai commencé. Je me souviens de la studette, du canapé qui grinçait, des boîtes de pâtes alignées sur l'étagère de la cuisine, de la photo devant le chantier avec le casque trop grand. Je me souviens pour ne pas oublier. La 10e année de MR Construct a été célébrée lors d'une soirée à laquelle j'avais invité l'ensemble des salariés, 130 personnes à ce stade, dans une salle de réception du bord du Rhône. Il y avait des gens qui travaillaient avec nous depuis les premiers mois et des gens qui venaient de commencer. Il y avait Christophe Auger en chemise blanche qui avait l'air légèrement inconfortable dans sa tenue habillée et qui m'avait serré la main avec une force affectueuse en arrivant. Il y avait Fabien qui avait passé la soirée à faire des blagues que lui seul trouvait aussi drôles qu'il le pensait. Il y avait ma mère et mon père assis à une table avec Isabelle et notre fils de 2 ans qui ne voulait pas rester en place. Et il y avait André Mirmont, arrivé en dernier, posant la main sur mon épaule en silence, ce qui valait tous les discours. J'avais dit quelques mots ce soir-là. Pas un long discours. Je ne suis pas l'homme des longs discours. J'avais dit, 10 ans. 130 personnes. Je veux juste que vous sachiez que rien de tout ça n'existait sans chacun d'entre vous. C'est vrai et ce n'est pas une formule. Puis j'avais levé mon verre. Tout le monde avait levé le sien. Il y a maintenant 3 ans que cette soirée a eu lieu. MR Construct continue. Canty est présent dans 19 pays. Nous avons lancé une fondation l'an dernier, la Fondation MR, qui finance des formations professionnelles dans le BTP pour des jeunes issus de milieux défavorisés, avec des bourses d'études, des stages garantis et un accompagnement sur 2 ans. J'ai suivi personnellement les dossiers des 12 premiers bénéficiaires. Certains d'entre eux m'ont écrit pour me remercier. Je leur réponds toujours. L'un d'eux, un garçon de 19 ans originaire d'une cité de la banlieue lyonnaise, m'a envoyé un mail la semaine dernière pour me dire qu'il venait de signer son premier contrat comme chef de chantier junior. Je l'ai lu 2 fois. J'ai laissé passer quelques minutes. Puis j'ai répondu. Ce matin, avant de partir au bureau, je me suis arrêté un moment dans l'entrée de la maison. Non pas la grande maison que certains s'imaginent pour quelqu'un qui a réussi, c'est une maison ordinaire dans un quartier calme de la périphérie lyonnaise, avec un jardin où mon fils construit des châteaux dans le bac à sable avec une concentration absolue et sérieuse. L'entrée. Il y a sur la console un objet que j'y ai posé il y a 2 ans, une vieille lampe de poche. Celle que j'utilisais enfant pour lire sous les draps. Ma mère l'avait retrouvée dans un carton et me l'avait apportée lors d'une visite, avec un petit rire. Je l'ai posée là, et elle est restée là. Tous les matins en partant, je la vois. Ce matin, en la voyant, j'ai pensé à ce que je dirais à mon fils le jour où il me demanderait comment ça commence. Comment ça commence, une vie? Comment on passe d'un côté de la ligne à l'autre? Je ne lui dirai pas que c'est facile. Je ne lui dirai pas que le talent suffit ou que la chance fait tout. Je lui dirai ce que je sais vraiment, ce que les carnets noirs et les nuits sans sommeil et les mains posées à plat sur un bureau à regarder Lyon par la fenêtre m'ont appris. Que la différence entre ceux qui restent là où ils sont et ceux qui vont ailleurs, c'est la capacité de continuer à travailler dans le noir, quand personne ne regarde, quand aucune récompense n'est en vue, quand la lampe de poche est la seule lumière qu'on a. Et que cette lumière-là, petite et obstinée, suffit. Il était 7h30. Je suis parti travailler.